La France veut donc accélérer sur cette idée d'une taxation des milliardaires à l'échelle internationale. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça ? Hier, en marge du G20 des ministres des Finances au Brésil, notre ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est pour la première fois dit favorable à une telle taxation minimale sur les milliardaires. Est-ce que sur le fond de l'histoire, après on parlera de la forme des modalités, c'est important les modalités, Oui. se mettre d'accord à plusieurs, c'est pas simple. Oui. Est-ce que sur le fond, il a raison ? Il faut gérer cette question à l'échelle de la planète parce qu'on sait que les milliardaires peuvent se déplacer et pas à l'échelle de la France, où c'est une façon indirecte d'enterrer un sujet, puisqu'on sait que c'est compliqué, encore une fois, de se mettre d'accord à plusieurs. Alors, il y a un sujet réel, qui est effectivement la taxation des milliardaires et le fait qu'il y ait des possibilités d'échapper à l'imposition, en tout cas domestique, de résidence, comme un peu ce qu'il y avait avec l'impôt sur les sociétés. Et il y a un sujet politique, bien sûr. Le sujet politique est que... Moi, c'est d'abord le sujet économique qui m'intéresse. Donc le sujet économique politique aussi, bien sûr. Non, alors ça sort d'un rapport en fait qui a été publié, je crois, fin 2023, qui est l'Observatoire de la fiscalité, c'est l'Observatoire européen de la fiscalité. Ouais. Un rapport qui a été mené par Stiglitz notamment et Zuckman et qui montre effectivement des choses qui sont assez connues quand même. Et qu'on va répéter. Qui est le taux de taxation en fait est progressif jusqu'à un certain montant de revenus. Et à partir, pour les très 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 hauts revenus, en fait, ce taux de taxation diminue parce qu'ils peuvent échapper. En pourcentage, bien sûr, pas en montant absolu. Oui. Parce qu'il y a des modalités qui permettent d'échapper à l'imposition, soit d'échapper à l'optimisation. L'optimisation fiscale, que ce soit par des sociétés écrans, par des holdings familiales, par le plafonnement, par des boucliers qui existent aussi. Et donc, on voit que ce taux de taxation diminue à partir des très 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 hauts revenus. Et donc, ça pose la question de la taxe. Très hauts revenus. Alors là, il parle des milliardaires, donc c'est pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de milliardaires. On n'en connaît pas beaucoup. À part vous, je connais. Peut-être. Non, mais sérieusement, parce que... non, sérieusement, il y en a... je crois que ça correspond, il doit y avoir un peu plus de 2500, je crois, dans le monde. Ce qui n'est pas négligeable. Oui, mais encore une fois, si cela, encore une fois, était frappé d'un impôt minimal de je ne sais pas combien de pourcents, et les recettes fiscales derrière seraient vraiment importantes ? Alors, justement, en disant qu'il y avait un taux de taxation minimum de 2% de cette richesse. La richesse, on parle des richesse nette des milliardaires uniquement. Du patrimoine, bien sûr, pas des revenus, du patrimoine. Le patrimoine, oui. Sachant que ce taux de taxation est à peu près de zéro en France, d'après ce rapport-là. Aujourd'hui, pour ces milliardaires-là, si on avait un taux de taxation minimum de 2% dans le monde, ça permettrait de récupérer, je crois qu'ils estiment à peu près à 240 ou 250 milliards d'euros dans le monde de recettes fiscales, dans le monde, bien sûr, et 40 iraient à l'Europe. Ouais. 40 à l'Europe, donc une partie pour la France. Donc, on va dire un quart. On va dire à peu près 20%. Ouais. En gros, 20-25%, on aurait à peu près 8 milliards, ce qui n'est pas négligeable en réalité. On ne résout pas les problèmes de déficit et de dette de la France, mais... on y contribue un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, le plan d'économie à 10 milliards. Voilà, on est à peu près dans ces ordres de grandeur. Je crois que le taux de taxation sur l'IS à 15% minimum au niveau mondial, qui était un accord... notamment au niveau de 140 pays avec justement la contribution de l'OCDE, espérait un gain de l'ordre de 6 milliards pour la France. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Donc c'est des estimations. Aujourd'hui, ça nécessite une coordination extrêmement profonde. 8 plus 6, ça fait quasiment 15. Ça ferait 15. Mais on ne peut pas compter dessus. Aujourd'hui, pour la trajectoire budgétaire à venir, c'est une façon d'annoncer le fait qu'il faudrait se coordonner pour avoir une meilleure taxation de cette fiscalité, une meilleure taxation des plus riches qui arrive à échapper à l'impôt. Parce qu'il y a une concurrence fiscale. Je reprends l'étude d'ONG Oxfam, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle est intéressante. Elle dit que les 1% les plus riches des pays du G20, dont la France fait partie, les États-Unis, enfin les grands pays les plus développés, ont vu donc les 1% les plus riches ont vu leur taux d'imposition applicable à leurs revenus chuter de près de 1/3 au cours des dernières décennies. Ça dit quelque chose quand même. Oui, ça dit quelque chose. Alors, sur la méthodologie. Oui, il faut regarder la méthode, mais on voit bien qu'il y a quand même une concurrence fiscale qui est importante, y compris au sein de des revenus d'ailleurs. Des revenus, alors ça dépend si on parle des revenus ou du patrimoine, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un enjeu qui est assez fort sur ces ressources fiscales, surtout après 2 chocs consécutifs qui sont majeurs et qu'on observe dans beaucoup de pays, qui sont le choc Covid et le choc énergétique, qui ont coûté très cher pour amortir ces chocs aux finances publiques. Et aujourd'hui, se pose la question de la soutenabilité des finances publiques, de la dette, des déficits et de la question des ressources fiscales. Or, le gouvernement français, pour le coup, s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Oui, pour personne. Pour personne. Marqueur politique. Marqueur politique. Donc, ça pose la question de comment
tenir cet Et ben, objectif c'est pour ça que budgétaire. Bruno Le Maire nous dit Donc on peut ça à l'échelle parler de de la taxation au niveau mondial, mais pas au niveau français. D'ailleurs, il y a eu des réformes fiscales au début. Et qui nous suivrait dans le monde sur, Justement, c'est la question, c'est ouais. qu'aujourd'hui, c'est quand même plus un message politique qu'un message réel. La mise en place d'un tel dispositif est extrêmement compliquée. On voit que ça commence à aboutir pour l'histoire des taux d'imposition minimum au niveau des sociétés à 15%, mais que c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Et donc, on voit bien que ça nécessiterait une coordination très forte qui aujourd'hui est peu probable. Qu'on a eu pourtant avec ces 140 États qui, fin 2021, se sont mis d'accord pour une taxation minimale, pour le coup, de 15% des multinationales, mais c'est toujours pas dans les faits. Non, c'est toujours pas dans les faits. C'est pas appliqué, quoi. C'est pas mis en œuvre. Non, c'est pas complètement mis en œuvre, même si ça devrait aboutir. Oui. Ça devrait aboutir. Mais on voit que ça pose plein de problèmes techniques, notamment sur les modalités de calcul, en réalité, des assiettes fiscales et autres. Ce qui est intéressant, en revanche, sur cette histoire de taux d'imposition des plus riches, c'est que les États-Unis arrivent à taxer plus les plus riches, ce que montre ce rapport, que la France ou les pays européens, en réalité. C'est-à-dire qu'ils taxent... Revenu, patrimoine ou les deux? Alors, sur la taxation des plus riches, quand on regarde leur niveau de revenu, leur taux de taxation, et donc ils s'attaquent directement au versement, en fait, les prélèvements directement sur les dividendes qui sont versés, qui ne peuvent pas être contournés par des sociétés écrans ou des holdings familiales. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'aux États-Unis, on n'a pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a un taux de taxation qui est beaucoup plus plat selon le niveau de revenu, ce qui n'est pas le cas en France, où il monte progressivement et puis qui baisse beaucoup à la fin. Donc ça montre qu'il y a des possibilités aussi nationales possibles, mais qu'au sein de la zone euro, ça nécessite quand même une coordination assez forte sur ces enjeux-là. On le voit, on l'a eu sur la question de l'IS, on l'a vu avec l'Irlande notamment, qui a un taux de taxation passager clandestin. Voilà, qui est très bas. Nous, on s'est ajusté progressivement, on a baissé notre taux d'IS, on est aujourd'hui à 25%. Et on est juste dans la moyenne. Et on est juste dans la moyenne. Mais il y a un coût pour les finances publiques, effectivement, si vous diminuez les ressources fiscales, y compris sur la fiscalité des entreprises, ou des plus grosses entreprises, ou des plus riches. Qui est rentré, plus d'IS qui est rentré. Alors, il y a des rendements d'IS. Le gouvernement, d'ailleurs, souvent dit, on a baissé les taux, à la fois, et au final, il y a plus de recettes fiscales qu'on avait avant. Alors, il y a des phénomènes un peu partout. Que ça marche, non? Alors, notamment sur les dividendes. Je pense que c'est pas... Les dividendes sont moins taxés, mais au final, pour les finances publiques, il y a plus de recettes. Il y a plus de versements effectivement, de dividendes. Ça montre aussi que, bizarrement, quand vous baissez les taxes, vous versez plus de dividendes, donc il y a une forme d'optimisation qui se réalise quand même. Ouais. Mais pour les recettes publiques. Mais pour les recettes publiques, ce qu'on a vu, et d'ailleurs, elles sont assez dynamiques ces derniers temps, alors avec des rebonds post-Covid qui sont très forts sur les profits aussi, on le voit. Mais c'est vrai que ce taux de baisse sur l'IS ne se voit pas vraiment encore sur les comptes publics parce que, effectivement, les recettes fiscales ont été dynamiques, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de profits. Et donc ça, c'est une vraie question. Mais force est de constater que le débat sur les questions budgétaires va être de plus en plus présent, à mon avis. Parce qu'il y a il faut le dire, il y a un mur il y a le mur, on va dire, du déficit budgétaire sur 2025. Il y a un effort de 10 milliards d'euros qui a été acté. Sur plusieurs années, on l'aura. Et voilà, c'est devant nous. Et donc, il y a... Mais on résoudrait, ou pas d'ailleurs, s'il y avait un changement de cap de la part du gouvernement et qu'il y avait une fiscalité plus lourde pour les plus aisés, on résoudrait le problème du mur budgétaire? Alors, on voit que déjà, si ça pouvait émerger, on serait sur des... Alors là, on fait vraiment des calculs de coin de table. On a dit de l'ordre de 8 milliards, par exemple, ça fait à peu près 0,3 points de PIB. C'est pas négligeable, mais là, on partirait de 5 points de PIB aujourd'hui. On doit arriver... c'est quoi déjà? Si jamais on a un taux de taxation de 2% de l'ensemble des patrimoines des milliardaires dans le monde... Je pensais sur une politique publique en France, augmenter la pression fiscale pour les plus aisés en France, qui serait un ça dépend de combien majeur. Ah oui, non, mais ce qui n'arrivera pas, parce que le gouvernement a pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts et a réduit notamment la fiscalité du capital. Donc ça serait revenir en arrière sur des mesures qui ont été prises justement pour redonner la compétitivité, de l'attractivité à la France, ce qui sera assez étonnant. Mais par contre, la question va se poser de la compatibilité ou de la crédibilité de l'objectif budgétaire dans un monde, en tout cas, où la croissance va être quand même très modeste. On s'attend assez peu à une reprise forte, pour plein de raisons. Et juste faire des ajustements par les économies sur la dépense publique, alors même qu'effectivement, il y a des annonces assez fortes sur les besoins d'investissement, on le voit dans la transition écologique, sur la défense, la sécurité, l'armée, sur les questions de relocalisation, de réindustrialisation et de soutien aux entreprises. Donc, ça fait beaucoup de choses, et donc on voit bien que, quelque part, ce qui n'est pas crédible, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt cet objectif de ramener les déficits en dessous de 3%, tout en disant on va revenir au plein emploi, tout en disant on va regagner en compétitivité. On a l'impression que la croissance sera un peu miraculeuse et qu'elle va permettre de tout résoudre. Voilà, on ne pourra pas cocher toutes les cases. Malheureusement, je ne crois pas. Et donc, ce débat sur la question budgétaire va revenir
de façon de plus en plus prégnante, à mon avis, dans cette année et les années à venir, y compris parce que il faut savoir que les règles budgétaires européennes qui ont été gelées pendant plusieurs années... Qu'est-ce qui a changé ? On n'a pas beaucoup parlé, on vous en parler ici, on a passé un petit peu sous le boisseau. Qu'est-ce qui a été voté là au niveau européen ? Pour le moment, c'est pas extrêmement clair. Enfin, pour moi, c'est pas extrêmement clair. Hein. Pour moi non plus. Voilà, on peut en reparler pour clarifier les choses. Mais c'est vrai que l'idée serait d'avoir des trajectoires soutenables sur plusieurs années de dépenses publiques, en fait, compatibles avec un scénario de croissance et d'objectifs de déficit. Et qui pourraient être plus ou moins, j'allais dire, regardés pays par pays et justement voir si c'est compatible avec les objectifs qui sont donnés par la Commission. Tout en excluant certaines dépenses importantes, type transition énergétique, type... C'est pas si évident que ça. Ah bon ? Non. Ben non, parce que dans la transition, on pouvait mettre beaucoup de choses. Oui. Donc c'est savoir justement où se situe la limite et le périmètre de ces dépenses. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la contrainte budgétaire et la contrainte, y compris de refinancement de l'économie, était quasiment nulle, parce qu'on était dans un monde à taux zéro, quasiment d'argent magique et de quoi qu'il en coûte. Voilà. Or, aujourd'hui, on voit qu'on est revenu, on a pris un choc budgétaire important, mais que la question, avec la remontée des taux, et puis le fait qu'on ait un retour des règles budgétaires et des objectifs budgétaires de rétablissement des comptes publics, font que la question de politique budgétaire va redevenir extrêmement importante, alors qu'elle ne l'était pas du tout. Ouais, et on finit là-dessus, et il n'apporte aucune réponse au ministre de l'économie en disant c'est pas à l'échelle de la France, c'est à l'échelle du monde. Pour le moment, c'est de la politique. Sur le fond, il a raison. Mais oui, pour le moment, ce n'est pas une réponse concrète à un problème d'aujourd'hui ou même des prochaines années. Parce que au mieux, si jamais il y avait une coordination, ça n'arriverait pas avant la fin du quinquennat, c'est sûr. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci David. Mathieu. Salut.